Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Losé et Marc-André. Comment ça va les boys? Ça va super bien. Super bien, mieux que Marco en tout cas. Ouais, Marco. Il a prévu venir, mais là, son rhume, grippe, tout. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Là, ça va pas bien. Il va aller voir le médecin demain, sûrement antibiotique. Fait qu'on souhaite un bon repos. Déjà là, c'est plate parce que c'est lui. En plus, Marc-André, je vais faire un petit shout-out parce que c'est lui qui a gagné les prédictions. On n'est même pas rendu au Super Bowl que c'est lui. Tu montrais le tableau tout de suite pour montrer là, un peu rapidement. Ça tout de suite, OK. Hey, en plus, c'est lui qui était supposé remercier Dualité. Fait que là, il n'est pas là. Fait qu'on va le faire à sa place. Là, on le vend pour lui. Là. Merci Dualité pour la musique d'intro. Attends, ouais, je parle regarde, dans mon... on est loin de la semaine 3. Et là, dans le fond, New England l'a emporté. Fait que Losé, le seul à prendre Denver. La neige était contre toi. Puis les refs aussi, on va se le dire. Non, c'est une blague. Non. Ouais, mais j'ai pris Denver, je l'ai expliqué pourquoi. C'est la seule manière de rattraper. Mais Seattle l'a emporté. Moi, j'ai essayé les Rams. Je voulais prendre Seattle, mais j'ai allé pour le underdog. Malgré que les Rams sont une excellente équipe de football pour être top 2 dans la ligue, dans la NFC. Mais c'est Seattle qui l'emporte. Puis là, dans le fond, l'affiche Marco a 2 victoires d'avance. Il reste un seul match. Donc, ça veut dire qu'avec sa fiche de 9-3, il est assuré de terminer au premier rang, même si la semaine prochaine, la prédiction pour le Super Bowl n'est pas là. Losé, tu es à 7-5. Moi aussi. Puis Marc-André, 6-6. Donc, Marc-André se bat pour une fiche de 500. Il est peut-être comme les Steelers l'année prochaine. Il est peut-être comme les Steelers à l'an prochain. Écoute, les Steelers devraient se battre pour une fiche de 500 à la 2e semaine, puis après ça, ils vont être morts. Ben, regarde, je leur souhaite. Je leur souhaite de se battre au moins une fois. Ils vont se battre pour une fiche de 500 la semaine 1. Non, mais ils sont déjà à 500, là, ils vont tomber à 0. Puis là, ils vont avoir une chance de remonter à 500 semaine 2, ils vont être 0-2, puis après ça va être fini. T'es vraiment gentil de leur donner 2 semaines. T'es vraiment fin. Hey, sinon, là, mais Marco n'est pas là, mais c'est juste plate parce qu'il y a un de vos bons vieux chums qui ça fait longtemps qu'il écrit, qui commente, qui écoute le podcast, qui voulait être là. Marco, malheureusement, ne pourra pas partager la scène avec lui. Mais avant toute chose, là, cet auditeur-là, 2 fois champion en 3 ans de son Fantasy Keeper, fan des Flyers, il n'y avait rien d'autre d'important à ajouter. Il est encore au chalet. Marc Sped, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Yes! Oh yeah! Une musique en plus, let's go! Oh, il avait préparé son entrée. Ouais, c'est sûr, il n'avait pas le choix. Là. La chanson, elle va avec la vidéo de sa double bague. Okay, ouais, c'est ça. Wow! Mais en même temps, moi, je comprends l'émotion que tu vis en ce moment parce que j'ai vu le meme, là. Tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas, là, tu dis genre de quoi d'heureux ou de simple, là, tu vois la vidéo du gars qui danse dans le club. Fait que, ça veut dire que tu te sens privilégié d'être avec nous autres. C'est ça que je comprends, Sped? Ben oui, certain. Là, j'écoute chaque Marc-André, podcast. que depuis la semaine 1, tu commentes les vidéos. Puis tu écoutes religieusement notre podcast. Donc, bienvenue, chaleureusement. Merci. On peut applaudir. Peut-être que Wolf ne soit pas là. Marco, excusez. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais là, on va prendre un peu à te connaître parce que est-ce que tu es le petit coude d'à côté ou tu es un pro? Dans le fond, là, on veut savoir, est-ce que tu suis la NFL depuis longtemps? Si oui, as-tu une équipe? As-tu déjà joué par le passé? Parle-moi un petit peu de toi, là. Non, moi, je n'ai jamais joué au football. Moi, je suis un joueur de baseball. J'ai joué jusqu'à Junior 2A. Après ça, je suis allé Senior 2B pendant une couple d'années, jusqu'à peut-être 27 ans. Puis après ça, j'ai dévié vers la balle molle comme pas mal tous nos autres chums, finalement. Mais non, je n'ai jamais joué au football. Mais je regarde depuis très longtemps. Là. Ça part de loin, dans le fond. Ah, ça part de très loin. Écoute, je te dirais peut-être 2004, si ma mémoire est bonne. Je travaillais à Boîte-à-Marius, bord de Chansonnier, puis on faisait tout le temps des parties Super Bowl dans ce temps-là. Fait que, Marc-André connaît très bien. C'est sa place préférée. C'est mon genre de place. Ah, puis Julien, juste pour... je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le podcast cette année, Marco parlait souvent de ses voyages de football qu'il a fait des années passées. Ben, Sped était toujours là avec lui. Là. Ah, t'étais-tu là quand la fille a pleuré dans l'autobus? Certain. Des Giants, ça! Wow. Oh et eux autres, là, c'est incroyable. Là, genre, sont nés avec les Giants ou les Jets, là, on s'entend. Oui. Mais les Jets, c'est encore pire. Ouais. Mais, écoute, t'additionnes les deux fiches, puis ils font pas les playoffs. Exactement, c'est ça. On aurait beaucoup là, les Giants, ça s'en vient mieux. Là, avec, on aurait beaucoup des Broncos là, qui sont rendus loin malgré le fait que Russell Wilson prenait beaucoup de dead cap. Mais les Jets aussi, là, c'est une équipe qu'il y a beaucoup de dead cap et de joueurs qui gagnent cher et qui ne font pas grand-chose ou qui sont même plus dans l'alignement.
Fait que c'est quand même quelque chose. Mais pour les Giants, ils vont vivre des hauts et des bas avec John Harbaugh. Tu sais, dans le fond, c'est le coach avec le plus de double-digit lead scrappé au 4e quart. J'ai bien hâte de voir les Giants pleurer encore dans l'autobus, mais de très haut et de très bas. Comme eux autres sont habitués d'avoir double-digit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, regarde, on leur souhaite du bonheur. Toi, tu as une casquette des LA Rams. Pour ceux qui nous entendent seulement, il faut le mentionner. Est-ce que tu es un fan des Rams ou c'est un souvenir de voyage? C'est-tu ton équipe ou pas? Non, on n'a jamais été à LA. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller là. Fait qu'on va plus souvent à Buffalo que d'autres choses. Mais non, oui, c'est mon équipe depuis, je dirais, le Super Bowl Atlanta-New England qu'on menait dans ce temps-là, je prenais pour Atlanta, 28-3, puis qu'on a perdu. Tu sais, ce Super Bowl-là. Fait dans le fond, tu étais fan d'Atlanta, puis là, parce qu'ils ont perdu, tu as pris pour les Rams après ça. Il y a une fissure, tu avais dit, c'est plus mon équipe. Vers qui je peux me tourner, tu as vu une jeune équipe avec un Todd Gurley, Jared Goff, avec Sean McVay. Voilà, je commençais les fantasy dans ce temps-là. Fait que Todd Gurley, c'était comme le premier running back qui pognait des passes. Fait que c'était comme la nouvelle affaire dans les fantasy. Machine de touchdown aussi. Là, quand exactement. Mais non, je suis un peu comme Losé là-dessus. Là. J'étais plus fan de Matt Ryan, un QB sous-estimé à mon avis. Ouais. 100%. Mais c'est vrai qu'il y avait Julio Jones, Roddy White, puis mais il y avait des bonnes équipes. Toujours des bonnes stats, mais c'est un peu comme un Philip Rivers où est-ce que si tu étais dans ton association, tu le respectais. Des fois, il faisait les playoffs, mais il ne se rendait pas très loin. Fait qu'il n'y a jamais eu les lettres de noblesse au niveau de plus de la ligue, mais toujours un. Sauf cette année-là. C'est ça, il va toujours être reconnu comme le gars qui a fini avec la meilleure attaque de la ligue puis qui a perdu le Super Bowl en menant par 25 points. C'est ça. Au moins, il a gagné l'MVP cette année-là. Ouais. C'est ça, mais on parle plus de Kyle Shanahan qui prend le blâme que lui, on dirait. Tu sais, Matt Ryan, il a subi 100%. C'est Kyle Shanahan qui a collé un jeu de passe au lieu de courir le ballon puis prendre le field goal. Tu sais. Oui, puis ils ont fait saquer, ils ont reculé de sévère, puis là, ils étaient pris en field goal. Exactement. Dans ce temps-là, ça devait pas être Young Q-Ou, là. Young Wake, ouais, je pense pas. Non. Non, peut-être que dans ce temps-là, il frappait le ballon au lieu de frapper le sol. Wow. Ça, c'est du génie comme clip. Mais regarde, dans le fond, on ne s'éternisera pas plus, mais dans le fond, bien content que tu sois là avec nous autres. Vraiment. Puis aujourd'hui, quand même, petit programme, fait que tu auras le temps de mettre ton grain de sel puis réagir aussi. On va vouloir avoir ton opinion. Il y a seulement 2 matchs, dans le fond, qui se sont joués la semaine passée. Patriots, Broncos et Rams, Seahawks, donc les finales d'association. Puis, comme il n'y a pas de match la semaine prochaine, on ne parlera pas du Super Bowl aujourd'hui. Donc, le plan de match, c'est parler de chacun des 2 matchs, voir un peu nos impressions si nos équipes, les équipes qui suivent, on leur fait confiance ou non pour la suite des choses. Puis aussi parler des coachs un peu. On va en parler là, de quelques changements majeurs là, au niveau du coaching staff. Il y a quand même le tiers des équipes qui vont avoir un nouvel entraîneur-chef, dont soit un nouveau ou juste une transition d'une place à une autre. Fait que c'est quand même intéressant de voir c'est quoi l'identité des équipes et comment ça va sortir tout ça. Est-ce que ça prend du temps à se placer ou est-ce que d'entrée de jeu, on va voir une grosse différence? Tu sais, Ben Johnson, ça a pris du temps pour les Bears cette année, mais ça finit par payer. Est-ce que John Harbaugh avec les Giants, ça va finir par payer? Est-ce que Mike McCarthy, ça va finir par payer? On verra. On croise les doigts. Je vais t'amener quelque chose tantôt, Julien, que je vais peut-être t'amener un peu d'espoir. Je vais t'amener quelque chose. Merci de me nourrir d'espoir, comme les Steelers puis la défensive cette année, que quand je pensais que c'était fini, ils venaient de gagner 3 matchs de suite. En tout cas, regarde. Merci de me faire vivre du rêve. Mais maintenant, parlons tout de suite des matchs qui ont eu lieu. Donc, les Patriots visitaient les Broncos. 2 équipes avec une fiche identique de 14 victoires, 3 défaites. Ça promettait. La météo était extrêmement belle. Hein? Gros soleil. On voyait clair. Et à la fin du 4e quart, tempête de neige. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais est-ce que les Patriots souhaitaient être à l'extérieur avec un jersey blanc pour passer inaperçu dans toute cette neige-là? Est-ce que c'était la collusion avec la météo? On verra bien. On aura le fin mot plus tard. Mais les Patriots l'emportent d'arrache-pied 10-7 face à un entraîneur-chef qui encore ne prend pas les 3 points. Lozé, tu es le premier à réagir. Qu'est-ce que tu penses de la victoire des Patriots? 10-7 contre les Broncos qui sont peut-être la seule équipe qui ont vécu le score de 10-7 2 fois cette saison. Une fois comme victorieux, un jeudi soir, et une fois dans la défaite en finale contre les Raiders, justement. Donc, 2 scores de 10-7, mais ce match était beaucoup plus intéressant que l'autre, soit dit en passant. Lozé, parle-moi tes premières impressions par rapport aux Patriots Broncos. Écoute, moi, je vais être très sévère
à l'endroit de Sean Payton. Pour moi, là, écoute, je ne sais pas combien de fois qu'on en a parlé cette année que les coachs ne prennent pas les points, que les coachs vont trop souvent en quatrième essai. On en parle à chaque semaine. Je pense qu'on en a parlé à chaque podcast. C'est pas une affaire de Monday morning quarterback ou de hindsight 2020. Là. C'est une affaire que même les fois que ça fonctionne, on dit que c'est rendu une tendance qui est beaucoup trop élevée, beaucoup trop forte dans la ligue. Les équipes, ils vont beaucoup trop souvent. Denver, en plus, c'est pas une équipe qui a un gros running back qui est faite pour les goal line touches. T'sais, ça aurait été plus été un J.K. Dobbins qui est blessé. RJ Harvey, il est très ordinaire pour les courses dans le milieu. Il est bon pour attraper des passes. Fait que, tout ça pour dire, j'ai sauté vite aux conclusions du 4e et 1, mais écoutez, moi, c'est aussi simple que ça. On s'entend avec la blessure à Bo Nix. Entre guillemets, tu n'es pas supposé gagner. Tu ne mettras pas 25-30 points sur le board. Oui, puis tu n'es pas supposé gagner. Tu es underdog, même si tu joues à la maison en playoff. Ça, c'est très rare. Tu es underdog. Personne quasiment sur la planète football qui s'attend à ce que tu gagnes. Il y a un script favorable qui s'ouvre à toi dès le début du match. Ta défensive fait la job. Tu as une bombe de ton QB remplaçant. Et tout s'installe là, pour te donner beaucoup plus de chances que tu es supposé avoir. Puis là, tu as la chance, début de deuxième quart, de prendre 2 possessions d'avance. Puis là, les gars, écoutez, au football, sont 53 joueurs. Hein? 53 joueurs, tu rajoutes les coachs, les assistants coachs, le pédiatre, le médecin, le gars de la tente, la grand-mère dans le sous-sol. Il y a du monde partout, là, les équipes de... Non, mais il y a du monde partout. Il y a les bandes vidéo, les coordonnateurs, mais je ne savais pas qu'il y avait personne qui checkait la météo. Ah, c'est fou! Sur 160 000 personnes dans une organisation, pas personne qui suit. Fait que là, Sean Payton est en train de se dire on n'est pas supposé gagner, on est à domicile, on a l'avantage d'avoir la foule avec nous autres. Notre défensive qui est top 3 dans la ligue. On a un script qui est favorable, passer en avant de 2 possessions. Puis, il y a un blizzard, une tempête hivernale qui s'en vient dans 1 heure, où ce que tu sais qu'à peu près, ça va être impossible de marquer des points. Parce que les gars, ils n'étaient même pas capables de courir des routes. Les running backs, ils tombaient. C'était impossible à jouer. Fait que là, dans ces conditions-là, tu me dis que tu ne prends pas ton 2 possessions d'avance. Les gars, sérieusement, être sur incompréhensible. Là, Marc Sped était avec moi. Là, on était toute notre gang de fantasy football. On regardait les matchs de conférence au bar comme on fait à chaque année ensemble. Puis, non, c'est vrai, il n'était même pas là. En tout cas, bref, on l'a écrit dans le groupe et tout. Mais sur le moment, sur place, avant même de voir que c'était réussi ou échoué, tout le monde dans le bar capotait. On dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais non. Dans leur situation. OK, on met une situation distincte. Tu es favori par 10, tu es à domicile, tu mènes déjà 7-0 au premier quart, tu es supposé gagner facile. Si tu y vas en 4-1, puis tu as une offensive qui va scorer 35 points, c'est vraiment pas la même situation que dans ce cas-là. Puis encore une fois, tu n'as pas un running back qui est un gros gars qui est fait pour les courses en plein milieu de 1 ou 2 verges. Fait qu'en plus, tu enlèves ce threat-là dans ton offensive, puis tu joues en shotgun en plus. Honnêtement, là, sérieux. Non, j'aurais joué en offensive pour les Pats, puis il ne l'aurait pas plus eu, là, Denver. Ça n'a pas de bon sens. Je t'arrête un instant, parce que je suis très content que tu l'aies mentionné, parce qu'on en parlait beaucoup la semaine dernière, que le jeu au sol de Denver était absent la semaine d'avant. Ils n'ont pas de running back point qui fonctionne cette année. Ça ne va pas bien du tout. Bo Nix, c'était celui qui a le plus de verges par la course. Point dans beaucoup des matchs à la fin de la saison. Donc, c'est sûr que Bo Nix n'est pas là pour courir. Tu as un QB remplaçant que tu ne veux pas nécessairement mettre trop de pression, dire cours avec le ballon s'il n'y a pas d'option de passe. Tu ne donnes pas ce droit-là. Enfin, dans le fond, tu es en train de dire que tu n'as pas de jeu au sol. Tu as un QB remplaçant, puis tu vas en 4e essai avec cette attaque-là qui ne va pas bien. Non, c'est un match défensif. En sachant que ça va être le bordel en deuxième demi. Moi, c'est ça qui est... Non, c'est ça. Tu le sais en plus qu'en deuxième demi, ça va être le bordel. Prends toutes les fucking points que tu peux prendre. Là. Comme moi, c'est... Pour vrai, on en a parlé à chaque semaine, mais pour moi, celui-là, c'est le pire des pires de toutes les pires. Puis moi, là, toute l'année, on a mis l'emphase puis le blâme sur les kickers, que ça s'empire d'année en année, on dirait. Ils kickent de plus en plus loin, mais il y a de plus en plus de field goals manqués. Mais honnêtement,
j'en veux même pas à aucun des kickers parce que jouer dans des conditions comme ça, c'est difficile, c'est à l'extérieur, ils ventent. Il y a peut-être juste le field goal en fin de première demi de Denver qui aurait pu ou dû être réussi. Il était proche. À part ça, c'est tous des field goals que c'était normal que ce soit manqué. Il y en a un qui a été tip puis toute l'équipe. Ouais. On peut parler de l'erreur de Stidham qui a fait le fumble au lieu de se débarrasser du ballon. Mais en même temps, le gars, il joue dans une finale de conférence, son premier match de la saison. Il n'a pas pris de rep depuis 3 ans. Tu t'attends à ce que ça se peut qu'il fasse une erreur. Ça fait partie de la game. C'est ton QB remplaçant. Le gars, il ne joue jamais. Il a fait une gaffe il a été dépassé par les événements à ce moment-là. Fait que, honnêtement, c'est facile de critiquer, mais je critique même pas ni Stidham, ni le botteur, ni rien. Je critique Sean Payton. Puis au-delà de ça, il y a plein de nouveaux coachs dans la ligue. Puis on sait la tendance avec Ben Johnson, Dan Campbell, les kids. On sait tous, ils veulent y aller, l'attaque, le kid. OK, c'est correct. Si jamais, puis là méprenez-moi pas, il n'y a rien pour l'excuser. Mais si jamais Sean Payton, c'est un coach de 31 ans, sa première année dans la ligue, puis le gars, il veut faire sa marque, puis il fait comme, hey, écoute, moi j'ai confiance en mon équipe, peu importe, j'ai un jeu qui est dessiné exactement pour cette situation-là. Hey, dude, le gars il a 70 ans, là, t'as déjà fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas avoir plus d'expérience que Sean Payton a dans ses bagages. Fait que ça n'a aucun. C'est comme si c'était. Ben, on a vu l'image avec les deux QB, Drew May et Darnold en avant. Ben, c'est ça. C'est comme si c'était vraiment crypté pour vrai par la NFL pour dire. Non, mais évidemment, non, mais écoute, c'est pour dire à quel point que pour moi, je peux pas. Écoute, c'est pas la même situation. Pour moi, ce call-là est presque aussi mauvais que le call de Pete Carroll en finale du Super Bowl. Je suis d'accord avec toi. Marshawn Lynch. Je suis d'accord avec toi. Puis là, je sais, le monde va ben c'est facile de critiquer, c'est pas. Non, là, avant même de savoir le résultat du jeu, on en revenait juste pas. Juste pour pas s'éterniser un peu juste sur cet aspect-là, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que ce que je trouve dommage, c'est que dans le fond, au niveau du spectacle, on était vraiment privé d'un spectacle qui aurait pu être de qualité. Pas à cause de la météo, parce que moi, j'aime ça voir genre la météo qui arrive. Comme, 100%. Genre, là, plus, même s'il n'y a eu aucun jeu, voir les gens tomber, voir les gens essayer de travailler fort. Je suis comme OK, tu as un gros défi, quelque chose d'inusité. Qu'est-ce qu'ils vont faire, surprenez-moi, pour essayer de faire de quoi? Puis, ben, les Patriots en ont fait plus avec l'interception. Quand ils ont fait une passe qui était clairement pas assez loin, puis visibilité réduite, puis peut-être même que la neige puis le vent ont affecté la balle. Mais ultimement, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne parle pas assez des Patriots dans ce match-là, mais surtout de la BV de Broncos, qui avait une chance de gagner malgré tout contre des Patriots qui n'ont pas fait tant que ça finalement. Puis il se faufile avec la victoire avec juste 10 points. Drake May n'a pas été exceptionnel, mais il a affronté une défensive qui était très forte. Puis ça me fait. J'ai envie qu'on parle des Patriots. Je sais pas, Spence, je te mets un peu on the spot, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu des Patriots en tant que tel. Pas juste des BV des Broncos, parce que je pense qu'on est tous un peu d'accord. Mais toi, les Patriots, avec l'attaque qu'ils ont eue dans ces conditions-là, contre une bonne défensive, si je compare avec les Sox l'an prochain, avec ce qu'ils ont fait dimanche dernier, est-ce que toi, ça te rassure, ça t'inquiète, ou tu te dis juste « Ah, ben, je laisse aller une semaine de plus ». Tu sais, comment tu te sens par rapport aux Patriots? Ça? Ben, c'est sûr que ça l'inquiète un peu, mais c'est ça. Tu sais, la météo, comme tu dis, vers la fin, c'était pas beau. Là, le Super Bowl, ça va être à San Francisco. Fait que là, il va faire beau. Fait que là, il n'y a aucune excuse, là. Ouais, j'avoue que c'était pas. C'était pas convaincant, leur affaire. Le jeu seul va être challengé encore plus contre les Seahawks, contre la meilleure run defense. Fait, dans le fond, c'est ça. Peu importe quel running back, dans le fond, de. Mais ça, c'est une autre histoire avec les Patriots. Moi, utilise-les, Trevion Anderson. Là, combien de fois cette année qu'il a fait des courses qui finalement, il se faufile puis c'est un 60 quelques verges. Là. Mais non, commence tout le temps avec Ramondre, premier essai. Ramondre, deuxième essai. Si je peux me permettre, moi, il y a une affaire que j'ai remarqué de ce match-là. Puis, évidemment, là, tu regardes les statistiques, puis il n'y a pas un joueur de toute la game qui avait des belles statistiques dues à les conditions puis tout le kit. Par contre, autant que Drake May a été très, 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 très chancelant avec tous ses fumbles les 2 premières semaines, il a carry l'équipe autant qu'il pouvait le faire à l'attaque avec ses courses. Fait qu'au moins, dans un match difficile, dans des conditions difficiles, dans les moments importants,
Il a sorti des grosses courses en 3e essai pour aller chercher des first downs. On s'entend, c'est pas un festival offensif. Fait qu'il n'a pas fait 1000 verges, mais il a été chercher des jeux importants. Puis dans un match qui se finit 10-7, la position du terrain est très importante. Puis des petits premiers essais de même, ça paraît pas, c'est super banal dans les statistiques. Mais le fait de repousser tout le temps les punts puis les Denver à recevoir le ballon en dedans de leur ligne de 20, en dedans de leur ligne de 30, ben, ça fait en sorte que pour Denver, ça devient encore plus dur d'aller faire des points avec le. C'est ça qui a manqué à Denver. Dans le fond, Bo Nix, parce que Bo Nix aussi, c'est un gars qui fait des courses en 3e essai, puis il va chercher. Pour mettre du poids sur ce que tu viens de dire, c'est que Drake May, il a 10 courses, 65 verges avec une course de 28. Donc, c'est ça que quand tu regardes 65 verges, si on compare, mettons, à Stevenson, qui a en 25 attempts, 71, le gars avec 10, il y en a presque autant que le running back partant. Fait que c'est quand même extraordinaire ce qu'il t'a fait dans ce match-là avec des conditions pas belles. Fait que c'est ça. Tu regardes les stats, c'est pas fou, mais... Exact. Moi, je veux quand même, puis on enchaînera avec l'autre match après parce que je vois le temps, là, mais pour vrai, je comprends que il y a eu les conditions météo en 2e demi. Ça, je le comprends, puis on peut pas dénier que pour vrai, n'importe qui aurait joué ce match-là. T'aurais mis Brady là, il n'aurait pas nécessairement fait mieux, là, dans le sens que c'est un peu fou. Ben, c'était pas jouable. C'était pas jouable, là, exactement. Par contre, moi, je suis Seattle, je suis mort de rire actuellement, parce que la def de Seattle est aussi bonne, voire meilleure que la défensive des Broncos. Puis moi, je regarde la première demi que l'attaque des Patriots a joué. C'est une catastrophe, cette première demi-là. Puis tu sais, je vais vous le partager là, juste pour que vous voyez les drives de New England. Là. Première possession, 6 verges. Deuxième possession, 11 verges. Troisième possession, moins 5 verges. Ça, c'est en première demi. Là. C'est pas dans neige dégueu. Là. Ça, c'est dans des conditions normales. Là. Après ça, 24 verges. Le toucher, 12 verges parce qu'ils ont pris vraiment proche de la zone. 8 verges, 16 verges. Fait qu'en première mi-temps, dans toute ta mi-temps, tu as eu quoi? Tu as eu 8 drives. Ta meilleure drive, c'est 24 verges dans des conditions normales. Moi, je suis la def de Seattle, je regarde ça, puis je me dis, hey, la défensive des Broncos m'a donné la clé pour la game. Là, comme... Absolument. En même temps, Marc, je veux juste faire un peu l'avocat du diable avec ce que tu viens de me dire, parce que moi, je trouve que c'est l'effet contraire. Ils ont tellement rien fait, les Patriots, que les Seahawks, contre les Broncos, ils ont tellement rien fait que Seahawks arrive avec le footage, ils sont comme, OK, qu'est-ce qu'on doit contrer? Ben, il n'y a rien à contrer, c'est pourri. Fait, ils vont préparer quoi? Tu sais, les Broncos, les Patriots, ils peuvent juste faire comme, hey, contre les Broncos, ça s'est mal passé. Ben, dans le fond, on fait table rase, on va faire un nouveau game plan, un nouveau plan de match, puis on va essayer ça à la place. Et là, je pense qu'ils risquent de peut-être surprendre les Seahawks qui vont s'ajuster, mais ils sont bons. Je pense pas que c'est si catastrophique pour ça à cause de ça. Parce que ça s'est tellement mal passé qu'ils vont faire bien plus. Il faut faire ça, ça ne marche pas ce jeu-là. Je pense que McDaniels va faire hey, notre plan de match contre une équipe qui était vraiment stud en défense, ça ne marche pas. On a 2 semaines pour se préparer. Seahawks sont encore meilleurs contre la course. Si on veut courir, il faut avoir de quoi qui nous permet de courir. Fait que soit quelqu'un en motion, un petit peu de misdirection, et il va falloir peut-être. Un petit peu plus de jeux qui sont dessinés pour Drake May pour courir. Aussi, tout à fait. Tu sais, mettons, au lieu de juste des scramble rush en 2e demi, 3e essai, vraiment des jeux que même en premier essai, c'est un design rush pour Drake May. Mettons, un fake handle. Ouais. Mais ça va prendre quelque chose de même parce que sinon, c'est sûr que, comme je dis, l'attaque est inquiétante. Puis en temps, mais les Patriots, quand même, c'est qu'on a beau dire que le schedule était facile, c'est que ça reste quand même en termes de points par match, en termes de verges, la 2e meilleure attaque de la Ligue, derrière celle des Rams. Fait qu'ils ont eu du footage comme quoi ils sont capables de mettre des points sur le tableau. La défensive crée des revirements. La défensive est bonne. La défensive, c'est pas des petits coudes non plus. Puis les Patriots, je pense que la force de cette équipe-là, oui, les points contre des mauvaises équipes qui ont un calendrier facile, on pourra dire ce qu'on veut là-dessus. La défensive est legit quand même. Puis elle va quand même donner du fil à retordre contre les Seahawks. Les Seahawks vont marquer des points contre les Patriots. Mais peut-être pas autant qu'on pense. Ça va être plus difficile. À moins que ça s'écroule en 4e quart. Je pense que les Patriots qui ont une excellente défensive, puis ils vont quand même challenger plus les Seahawks qu'on pense. Ça va être plus difficile qu'on pense. Ils vont rester dans le match à cause de ça. La première drive de la game, peu importe c'est qui a le ballon, faut que ça soit bon. Parce que si c'est Seattle puis ils scorent un touchdown, ça met déjà la pression. Puis si c'est les Patriots puis ils font un 3 and out, là tu fais comme OK, ça revient. Là. Ouais. C'est sûr qu'il faut que ça fasse un peu comme le match. Comme tu dis, c'est que ta première séquence, elle est planifiée, elle est structurée, elle est planifiée.
Fait que si tu fais quit à ta première séquence, ça n'inspire pas confiance. Ouais, mais ça dépend. Oui, c'est vrai, mais regarde cette semaine, Denver. Tu sais, mettons, Denver était dans ce spot-là parce que c'est à peu près le même spread. Fait que Denver avait la même affaire. Comme, il faut que tu chamboules le script en partant pour ne pas te ramasser pour être dans une situation que le monde s'attend. Denver, ils ont commencé le match, 3 and out. Là, t'es comme, bon, that's it. Oups, la défensive les garde, deuxième drive, score un touchdown. Puis là, tout le script d'avant-match, tout le son mort, tout vient de changer. Fait il faut que New England arrive à créer quelque chose comme ça. Sauf que là, c'est Stidham comme Darnold. Hey, là, maintenant, on va passer Seahawks contre les Rams. Les Seahawks l'ont emporté 31-27 contre les Rams. Puis on se rappellera tous que les Seahawks l'avaient emporté 38-37 sur 3 convertis de 2 points au match précédent. Ils avaient failli gagner un match, mais placement manqué, puis ils ont perdu un match contre les Rams. On s'attendait à ce que ça allait être serré. On ne savait pas comment, on ne savait pas pourquoi. Mais les Seahawks, quand même dans un match serré, puis ultra compétitif, beau spectacle, l'emportent 31-27. Marc-André, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match-là? Moi, je retiens, pour vrai, c'est fou le football qu'on a eu entre ces deux équipes-là. Comme 3 matchs cette saison, moi, vraiment, c'est incroyable. Puis je vais commencer par ça, je vais faire un mea culpa. Parce que toute l'année, j'ai dit... C'est pas sur Sam Darnold. Je le fais avec toi, Matt. Je le fais avec toi. Toute l'année, Losé puis moi, à plein de reprises, on a dit, pour vrai, cette équipe-là est incroyable, mais le seul doute qu'on a, c'est Sam Darnold. Pour vrai, je fais mon mea culpa à ce gars-là, comme il est for real. Là. Je peux pas... Pour vrai, ce gars-là, il a 14 victoires cette année, 14 victoires l'année passée. Là, il joue en série. Pour vrai, il vient de jouer une game de débile mental, là, pour vrai, contre la def des Rams qui avait vraiment show-up la semaine d'avant en plus. Comme chapeau, là, Sam Darnold, t'as joué une game de fou. Ouais, 3 TD, 346 verges, 25 completion en 36 pour un 109% de pass completion. Ça a été vraiment exceptionnel. Puis l'affaire, la différence, c'est Marc, avant qu'on oublie Kenneth Walker en santé. Parce que je pense que le 2 ans ou le 3 ans, à sa saison recrue, il avait été en playoff, mais lui, il avait été blessé, puis ils n'ont rien pu faire offensivement. Ouais. Quand il est en santé, cette attaque-là, elle est dangereuse. La ligne à l'attaque, comme Nosé le dit, elle est vraiment dominante. Ils ont créé encore des super grosses brèches pour qu'ils puissent courir avec le ballon. Fait qu'ils ont quand même pu mettre du momentum puis imposer leur tempo. Fait que Kenneth Walker en santé, avec la ligne à l'attaque, ça l'aide Darnold, c'est sûr, mais il a show up quand il fallait faire des passes. Il fait des passes extrêmement belles à Cooper Kupp, entre autres. Smith-Njigba, ils l'ont-tu feedé, tu penses? C'est genre 10 réceptions sur 12 targets. Feed-le ton best, puis genre, c'était fucked up comme match, mais grosse équipe. Continue, Marc. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Les gars, tu sais, dans le sport professionnel, c'est facile pour une carrière, pour un athlète, d'être défini selon un certain match donné, soit par une performance extraordinaire côté statistique, soit par une déchéance totale au moment important, ou soit par juste la manière de gagner un match serré d'une importance capitale. Que ce soit un goaler au hockey, que ce soit un lanceur au baseball, que ce soit un QB au football, tous les gars où ils ont vraiment le poids de leur équipe sur les épaules. Mm-hmm. Puis depuis le début, tu sais, Sam Darnold, il a montré depuis l'année passée où c'est côté statistique, il est capable de jouer. Il a fait écarquiller les yeux depuis l'année passée. Tout le monde est surpris de OK, finalement, il sort de là, son rang de repêchage, toute l'équipe, ça a pris du temps à développer, il a pris confiance. Mais l'année passée, la dernière semaine de l'année contre Détroit, la semaine des playoffs, c'est complètement effondré au moment important. 100%. Puis là, c'est un peu ça que le monde se gardait en tête, quoique, tu sais, au début de sa carrière, tu es comme, OK, Sam Darnold sera pas bon, ça ne change rien. Fait que c'est pas la fin du monde qui a fait ça parce que le monde ne s'attendait à rien de lui. Ben là, les gars, la carrière de Sam Darnold, l'athlète vient de se faire définir d'une manière différente parce que dans un match où ça a été offensif, fait que pas un match où il a gagné 15-12, il n'a pas tourné le ballon over. Non, il a vraiment été chercher ce match-là. Il a produit. Ça n'a pas juste été au sol. Il s'est servi de son meilleur joueur. Tu sais, des fois où les QB vont performer, c'est OK, mon meilleur receveur, il est double team. Je vais juste y aller pour chercher lui pour un 15 verges. Non, il a martelé son meilleur receveur. Il a pilé par-dessus la défensive qui était excellente des Rams. Fait que non, honnêtement, plus qu'un mea culpa, il a rise up to the occasion. Il a pris le moment, il l'a saisi, puis il est parti avec la victoire.
Sérieusement, chapeau à Sam Darnold. Je ne sais pas si ça va être récurrent dans son cas, mais juste l'avoir fait une fois, ça peut définir une carrière au complet. Une question pour toi. Avant ce match-là, qui est quand même tout à fait décisif, comme tu viens de me dire, tu sais, moi, si je te demande, j'ai ma réponse en tête, qui n'est peut-être pas la même que toi, mais si je te demande, c'est quoi l'autre moment marquant de la carrière de Sam Darnold? Pourquoi on se rappelle le plus de lui? Tu dirais quoi? Ah, ben moi, c'est le match contre Détroit l'année passée, semaine 18, qui se battait. C'est le match, justement, qui disait « Je vois des fantômes » quand il était pour les Jets. Je me rappelle pas de ça. NFL Films, là. C'est genre, tout le monde dit il voit les fantômes, ça a été ramené par les je me rappelle même pas de ça. NFL Films l'ont fait dirty, là. Tu sais, genre, ils étaient sur le banc, ils parlaient à son joueur, puis on dirait je vois des fantômes. Ils jouaient contre les Patriots, puis ils voyaient des coverages qu'ils n'étaient pas habitués de voir, de quoi d'exotique en défensive, ils n'étaient pas habitués de faire les reads, ils ne comprenaient pas exactement c'était quoi le format défensif, puis tu sais, ils déguisaient beaucoup ce qu'ils faisaient. Puis il disait, je vois des fantômes. Tu sais, genre, il pensait qu'il allait se faire saquer, mais la pochette était clean. Ou il pensait qu'il était clean, puis tout d'un coup, il se fait paf, genre, frapper de côté. Fait que là, il était comme, ils sont où, ils arrivent de où, qu'est-ce qui se passe, qui va rush. Il était incapable de lire. Puis c'était comme, je vois des fantômes. Puis là, ça a été repris pendant des années, puis ça l'a suivi toute sa carrière. Même cette année, dans les matchs. Aucune attention à Sam Darnold. C'est ça. Je sais même pas la plupart des gens le connaissent pour les fantômes. Tu sais, fait là, maintenant, si on peut se dire, hey, il a rendu son équipe au Super Bowl, puis il y a un annonceur en plus qui a dit cette semaine, c'est la première fois que tu te rends au Super Bowl. Il fait, non, c'est la deuxième fois. J'étais backup pour San Fran quand ils sont allés. Tu vois, tellement, il porte tellement pas attention à sa carrière que le reporter, il savait même pas comme, puis là, c'est lui qui dit, non, je sais que ça compte pas. Tu sais, mais genre, parce qu'il était backup. C'est parce qu'il était backup, tu sais, mais les gens, ils savent même pas, ils s'en colissaient de lui, ils ont juste comme tassé devant la main, fait qu'ils n'ont pas porté attention à sa carrière. Mais c'est vraiment cool ce qui se passe pour lui. J'aime une histoire d'underdog. Puis il y a eu des hauts et des bas comme tous les QB. Il n'y a aucun QB qui était parfait. Stafford a eu son lot aussi de blâme durant la saison. Mahomes aussi, Lamar, Jared Goff. Tous les corps arrière sont passés par des matchs pas beaux. Il y a eu des 0 TD, 4 interceptions. Mais est-ce que le match qu'il a fait, j'ai vraiment trouvé ça super beau. Il a bien géré ça. Puis il a pris les sacs, il n'a pas fait des force fumbles, il n'a pas fait des passes weird, il s'est débarrassé du ballon quand il fallait. Ça a été vraiment un match vraiment disputé. Puis Marc-André, tu avais une hypothèse qu'on s'est parlé en véhicule, puis je veux que tu m'expliques plus. Tu as dit Sean McVay, non seulement il ne prend pas les 3 points, mais il n'a pas pris les 3 points assez tôt. Exactement, 2 fois. On en a parlé, ça. Ben, tu sais, encore une fois, je vais bâcher sur les coachs. Je ne comprends pas qu'encore une fois, tu es en fin de match. Je vous mets en contexte. Les Seahawks mènent 31-27. Ils dégagent, OK? Ils dégagent. Les Rams reprennent le ballon. Il reste 12 minutes au cadran. Fait que tu as en masse de temps. Il te reste presque tout le 4e quart au complet. Tu reprends le ballon à ta ligne de 10. OK? Puis tu traverses le terrain, tu fais une super belle séquence et tu te ramasses que tu es en 4e et 1 à la ligne de 26 de Seattle. Il reste 8 minutes 21. Ça, c'est le premier. C'est ça. C'est là qu'il aurait dû le prendre. Ils ont perdu genre 4 minutes à essayer leur drive. Il te reste 8 minutes 21. Tu es à la ligne de 26. Normalement, c'est un gimme. C'est des belles conditions. C'est un gimme pour le kicker. C'est un 3 points. Le kicker. Pour le kicker. Fait que normalement, tu prends le 3 points, tu mets ça 31-30. Il reste 8 minutes et demie. Tu dis à ta def, allez faire un stop. Puis même si tu donnes un field goal à Seattle, c'est pas mort, c'est Exactement. 100%. Non seulement tu n'y vas pas pour le field goal, tu dis j'y vais. Là, tu saignes 3 minutes de plus au cadran. Fait que là, au lieu de rester 8 minutes 16, Zéro urgence dans le il reste 4,59. Puis en 4e et 4, à la ligne de 6 de Seattle, tu y vas encore en 4e et 4. Tu ne l'as pas. Pour vrai, quand tu es rendu avec 4,59 à la ligne de 6 de Seattle, je comprends que tu y vas rendu là parce que tu dis peut-être qu'il n'y aura plus assez de temps, whatever, mais quand il restait 8 minutes et que là, ça n'a pas de bon sens. C'est à ce moment-là que le fucking field goal. Je ne sais pas s'ils savent, là, encore là, le staff de 150 personnes d'une équipe, mais si tu es à la ligne de 26 puis tu gagnes un first down en faisant une verge, tu es encore à la ligne de 25, tu n'es pas sûr de scorer un touchdown. Exactement. Je ne sais pas, ils s'attendent à quoi. Je ne comprends pas le thinking des coachs. Puis en plus, Marc, j'avais oublié cet argument-là parce que je voulais l'amener aujourd'hui. Je suis content que tu en parles. Ils ont gaspillé la moitié du cadran, puis ils n'ont même pas scoré. C'est hallucinant. Hallucinant. Sean McVay. Avec les 2 thumbs down. Là, non, mais tout le monde parle de lui comme un génie. Sped, il est très
il peut être témoin de ça. Toute l'année, j'ai dit, Sean McVay, là, depuis 2 ans, il l'échappe solide. On dirait depuis qu'il n'est pas sûr de sa prolongation de contrat avec les Rams, tout. Il l'échappe, il fait des affaires qu'il n'a jamais fait. Sa prise de décision dans les fins de game n'est pas ce qu'il était quand Sean McVay était un génie. Puis, je ne l'ai pas dit depuis là, Marc, Sped, il peut le dire, là, depuis toute l'année au complet, j'en ai parlé de Sean McVay, qui n'est pas aussi bon que le monde ne pense. Ouais. Parce qu'en fin de game, je ne sais pas s'il décroche des Rams ou s'il est comme « Ah, je vais essayer ça, puis dans le pire des cas, j'irai ailleurs ». Je ne sais pas comment il perçoit ça, mais en tout cas, là, c'est une erreur flagrante. Là. C'est vraiment je vais rajouter une autre erreur. Je vais rajouter une autre erreur de McVay. Juste avant, je vais te passer la POC Sped après, là. Mais une autre erreur de McVay. Je ne sais pas si vous avez été témoin de ça dans la dernière possession des Seahawks, justement, quand ils ont redonné le ballon aux Seahawks. À un moment donné, tu as Cooper Kupp qui pogne une passe vraiment proche des sidelines. Les arbitres le call down en jeu, mais c'est vraiment serré. Puis au lieu de challenger, McVay prend un time-out à ce moment-là. Hey, t'es sûr de le perdre? Au pire, tant qu'à prendre un time-out, challenge, on sait tout comme... Mais il était plaqué une bande parce que son... Oui, mais dans le sens que... Mais au pire des cas, fait juste... Mais ça, il est comme... Mais oui, c'est ça. Mais tu perds ton time-out pareil. Mais oui, c'est... Tant qu'à le perdre. Mais oui, 100%. Mais moi, je veux juste réagir une dernière fois parce que dans la séquence de 4-4 où est-ce qu'il ne score pas des points, l'affaire qui me fait vraiment chier avec le play calling aussi, vous dites qu'il l'échappe Sean McVay, puis je suis content que tu le dises d'oser parce que c'est 100% vrai. Tu as Puka Nacua sur la ligne pour marquer dans le end zone. Il est démarqué. S'il fait une passe à son épaule gauche, il prend le ballon puis il marque un touché. Il est double coverage, mais il a son jeu, il a le jeu de pied. Tu aurais pu viser Adams aussi, qui est comme un génie des courtes distances, des courts gains. Mais en 4e et 4, season on the line pour aller au Super Bowl, toi, tu vises Ferguson qui n'a pas une crise de target, puis il échappe le ballon, puis il l'a pas. Il est super bien couvert aussi. Là. Puis il est super bien couvert, puis c'est le joueur défensif qui met sa main sur la balle. Ça veut dire que tu vises quelqu'un qui n'a pas été visé de toute la game pour ton jeu le plus important de ta saison. Oui, puis on s'entend avec le coverage qu'il y avait sur Ferguson, c'est pas Stafford qui a vu qu'il était démarqué. C'était un jeu qui était tu t'envoies à Ferguson, plain and simple. Ferguson, ça aurait pas dû faire un jeu pour Nacua, faire un jeu pour Adam. C'est pas avec tes meilleurs joueurs. Pas avec le gars qui a 0 target de la game, puis à la fin du match, hey, t'es pas chaud, là, mais tu nous sauves la saison, mon Ferguson. Pour dire à quel point c'est un génie d'avoir collé ton numéro à la fin de la saison. Ouais, c'est ça. Exact. Genre, à la fin du match, en entrevue, je vais dire, ouais, Ferguson n'a pas une target, mais il a le touché de la victoire parce que c'est planifié depuis le début du match. Ça, c'est son Pete Carroll call, c'est ça, exactement. Va-t'en à ton gars au lieu de perdre avec ton meilleur joueur. T'as Davante Adams qui est un des meilleurs pour faire des toe drag en plus. Eh oui! T'as le gars qui avait un walk-in, le plus de touchdowns. Adams qui fait un drag, tu le passes, tu sais, mettons, sur un des coins, peu importe l'end zone, choisis ton coin, il est bon dans les 4 coins, ce gars-là. Genre, puis tu fais, en tout cas, peu importe. Sped, vas-y avec ta réaction aussi du match. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, vous avez tout dit, moi, je suis tanné. Moi, je suis tanné. Il est tanné qu'on parle de la défaite des Rams. C'est mon équipe, fait que je suis complètement d'accord avec vous autres. Là, McVay, il commence à le perdre là, depuis 2 ans. Là. Puis, tu sais, toute l'année, on les a encensés à quel point on avait du respect pour cette équipe-là. On a pensé, c'est les meilleurs. Puis, pour vrai, là, chapeau, là, tu sais, quand ils pensent Seahawks, là, ils ont battu en playoff leurs 2 rivaux de division. Ils ont dû battre San Fran. Après ça, les Rams, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait comme parcours. Non seulement tu t'es battu toute la saison avec ces équipes-là, puis en plus, c'est les 2 qu'il fallait que tu élimines pour te rendre au Super Bowl. C'est quand même impressionnant, ce parcours-là. Pour vrai, chapeau à Seattle d'arriver chaud quand même au Super Bowl. C'est deux parcours, on va dire, qui sont peu communs. Parce que tu as d'un bord, tu as Seattle qui a battu ses 2 rivaux de division. Ça doit être arrivé très, très, très rarement. First, c'est rare qu'il y ait une division qui a 3 équipes. Encore moins qui se rendent aussi loin que ça dans les playoffs. Fait que tu as ce côté-là. Puis tu as l'autre côté que peu importe la manière qu'ils ont gagné, ils ont affronté 3 fois des top 5 défensives. Puis là, ils vont en affronter une autre. Fait que tu as les Pats qui vont avoir affronté 4 des 5 meilleures défensives de la Ligue pendant les séries. Puis tu as Seattle qui a affronté ces 2 rivaux de division. C'est vraiment 2 chemins, 2 paths qui sont très, très peu communs, mettons. Puis tu sais, c'est 2 équipes qui ont fait un turnaround d'organisation en genre 2 ans. Là. Ces 2 équipes-là, il y a genre 2 ans, c'est 2 équipes qui gagnaient 3 games par année. Puis en dedans de 2 ans, ils se rendent au Super Bowl. 3 ans, ils ont fait les playoffs 7e, mais ils sont fait bounce.
Qui, c'est Seattle? Seattle. Ouais, ils ont congédié Pete Carroll. Ouais, mais en tout cas... Mais écoute, c'est vrai ce que tu as dit, puis écoute... Il y avait une défensive jeune. Puis je sais tout que là, c'est facile à dire, mais au début de l'année, en fait, au moment que la trade a été faite, que Seattle se départissait de Geno Smith, tout le monde se disait « Là, Chris, qu'est-ce qu'ils vont faire? » Parce que Geno Smith à Seattle n'était pas Geno Smith de cette année aux Raiders. Ah ben non, on va s'entendre que tout le monde pensait qu'il était relativement capable d'être un corps partant. Puis là, ils se départissent de lui, ils fire Pete Carroll, next thing you know, Super Bowl. Ouais. C'est fou pareil, là. C'est vraiment impressionnant. Et puis Marc-André, c'est vraiment 2022, c'est vraiment, tu sais, last 5 years, c'est vraiment 2 ans plus tôt. 9 et 8. Deuxième NFC West, wildcard loss to San Fran. Puis c'est là qu'il y avait la blessure à Kenneth Gainwell, puis ils n'ont rien fait offensivement. Mais la défensive était jeune, puis était stud. Là, ils sont plus expérimentés, puis ils sont prêts à. 100%. Mon souvenir, c'est que quand il y avait congédié Pete Carroll, il y avait une vraiment moins bonne saison que ça. C'est on me. Je suis désolé. Pas de problème. On va juste rectifier les faits. Hey, parlant de coach, justement, là, on parle beaucoup des coachs. Là. Il y a eu beaucoup de changements, Marc. Qu'est-ce qui s'est passé dans la NFL la dernière semaine? Qui va où, là? Montre-nous ça. Ben, en fait, je vais vous présenter un peu le recap de NFL.com sur tous les changements, puis vous réagissez, on réagit quand ça vous tente. Moi, tu vois, on commence par Atlanta, puis moi, j'ai vraiment quelque chose à dire avec Atlanta parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont franchement intéressantes qui se passent là. Matt Ryan, t'en parlais tantôt, Sped qui revient, c'est lui qui va président des opérations football, c'est lui qui va gérer tout va passer par lui. T'amènes Kevin Stefanski qui est 2 fois des hauts et des bas à Browns, là, je vais dire ça comme ça, des hauts et des bas. Il y a des gens qui l'adorent, des gens qui... Exactement. Je ne sais pas trop où me situer avec ça, mais pour vrai, moi, je regarde cette division-là, je regarde le roster qu'Atlanta a, puis pour vrai, moi, si j'ai un petit 2$ à mettre aujourd'hui, je mets peut-être les Falcons pour être favoris de la division l'année prochaine, là. Je suis d'accord avec toi. Surtout avec Todd Bowles qui est resté à Tampa Bay. Exact. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que moi, je trouve que ce qu'Atlanta est en train de faire, c'est quand même vraiment intéressant. Dans les derniers instants, tu vois, il a rajouté, parce qu'avant qu'on enregistre le podcast, c'était pas là, mais ils ont engagé Ian Cunningham comme General Manager. Il était assistant à Chicago. Donc, c'est arrivé là, pendant qu'on enregistrait le podcast. Ça, c'est nouveau. Du côté des Dolphins, eux aussi, là, ils ont complètement revampé leur front office au complet. Fait que Jeff Hafley s'en va là. C'était le coordonnateur défensif des Packers. Hafley, ça faisait 2 ans qu'il était le coordonnateur défensif des Packers. Il a ramené 2 défensives top, je pense, 2 fois top 8 dans les 2 dernières années pour les Packers. Donc, s'en va à Miami. Vraiment complètement un changement de paradigme complet. Là. C'est un coach offensif très, très extravagant. On s'en va avec Hafley, qui est un gars pas du tout extravagant, qui est défensif. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il amène Nathaniel Hackett comme QB coach aussi à Miami. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Est-ce que ça va peut-être donner le goût à Aaron Rodgers d'aller finir sa carrière là? Je ne le sais pas. C'est le grand body d'Aaron Rodgers. Bobby Slowick aussi, coordonnateur offensif. Fait que Miami a regardé son front office, mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent du côté de Miami. Que ce soit Tua au poste de corps, que ce soit Tyreek Hill comme receveur. Je ne sais pas si vous voulez réagir, là, mais... non, moi, Miami, j'espère juste que ça ne fera pas trop mal à Devon Chain pour les fantasy. Exactement, ouais. Fantasy, ouais, c'est ça. C'est tout. Exactement. Les Eagles se sont tournés vers Sean... Tu veux pas qu'ils ont fire Sirianni? Non. Ils ont un autre année à détester les Eagles. C'est ça. Personne de coacher là-bas. Cette année, personne ne voulait le gig, là, justement. Non, ils ont engagé aujourd'hui. C'est ça. Ils ont engagé le QB coach des Packers pour être leur offensive coordinator. Fait que c'est lui qui s'en va là. Sean Mannion, donc c'est lui qui a formé Jordan Love. Apparemment que pour choisir leur coordonnateur offensif, les Eagles font des cours de diction, savoir qui dit touche-push le mieux. Apparemment. Puis ça a l'air que c'est leur bouncer qui est sur le banc qui est vête aussi. Big Dom. Big Dom, ouais, c'est ça. Du côté des Chargers, on a changé les 2 coordonnateurs sous Jim Harbaugh. Donc, Mike McDaniels s'en va là comme coordonnateur offensif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ils ont aussi... Comment?
Non, c'est beau. OK. Et ils ont aussi engagé un coordonnateur défensif de Western Michigan, donc dans la NCAA, O'Leary, qui est engagé comme coordonnateur défensif de ce côté-là. Ouais. Juste Mike McDaniel, dans le fond, juste pour réagir, c'est que tu sais, il va pouvoir garder ses choix. Puis, c'est ça que je m'en allais dire, moi. Comment t'as dit, Sped? Il va pouvoir garder ses choix. C'est bon pour lui, il va être correct avec ses pantalons 3/4 vu qu'il reste à San Diego. Il y a même des gangs de changement de look, là, les journalistes l'ont questionné par rapport à ça, tu sais, genre de comment tu veux t'habiller, je vais m'inspirer de son look. Il a dit, je vais m'inspirer du look de Harbaugh. Mais quand il était coordinateur offensif, il a toujours eu des bonnes saisons avec des équipes. Enfin, on dirait, je pense que lui, sa niche, c'est pas head coach, mais je pense que aussi il va être très bon. Puis j'ai hâte de voir avec Justin Herbert, puis justement Marco, j'aimerais ça qu'il soit là pour nous en parler un petit peu plus de lui, comment il voit ça, mais je pense qu'il va peut-être ça positivement ou négativement avec le drama qu'il amène. Mais ce gars-là, c'est un personnage, mais c'est quand même un génie offensif. Puis s'il y a juste l'attaque à penser, peut-être qu'il va créer de quoi de cool avec cette équipe-là. Puis il y a Harbaugh pour aussi, en fond, le diriger. Fait que moi, je suis optimiste qu'il soit aussi et non head coach. Moi, je suis d'accord avec toi, Julien. Puis vous le savez, j'essaie le plus possible d'être objectif quand on fait le podcast. Puis moi, lui, j'ai jamais été capable comme head coach. Je trouve que c'est un downgrade incroyable pour une équipe de l'avoir comme entraîneur-chef. Par contre, on sait tous qu'il est très bon pour décider des schémas offensifs qui sont un peu, on va dire, hors de l'ordinaire. On l'a vu avec les performances sur certaines saisons de Hill, de Tua, de Waddle, de Chain, peu importe. Par contre, comme head coach, tu peux le voir quand tu regardes une game de Miami puis que le script ne se passe pas comme prévu. Tu sais, les entraîneurs, ils prévoient la première drive, mais ils prévoient aussi le premier quart, la première demi, si les trucs se passent un peu comme prévu. Tu sais, ils ont leur plan de match, qui attaquer en défensive. Tu le vois, là, des fois, il y a le plan sur lui, puis il est juste comme... Puis il n'est même pas capable de caler son jeu, puis ils prennent des time-outs parce que là, le jeu, il n'est même plus capable de caler son jeu. Il est comme vraiment overwhelmed dans la situation, puis il ne sait plus quoi faire. Fait que oui, comme aussi, il peut amener son idée de génie, son talent offensif, puis il n'y aura pas à gérer toute cette affaire-là de situation de football que John Harbaugh il va s'occuper, lui. Fait que non, je suis un peu triste, là, puis c'est plus facile à avouer vu que Marco n'est pas là, mais c'est bon pour les Chargers quand même. J'espère qu'il va juste comme enregistrer ce clip-là, puis juste le rejouer dans les moments où il va pas bien. Tu sais, genre chez le médecin, il attend, juste rejouer ce bout-là. Il y a les Jets qui engagent un dude qui va se faire congédier l'année prochaine. Il va se faire congédier. Sincèrement désolé pour ce monsieur-là. Il a sûrement plein de belles qualités, mais il va se faire congédier l'année prochaine. Le prochain, c'est la même affaire. Donc, c'est vraiment plate. Du côté des Browns, un autre dude qui va se faire congédier dans 1 an ou 2. Non, mais là, les Browns, là, j'ai lu quelque chose, mais là, peut-être que j'ai lu une source qui n'était pas fiable, mais le processus a été quand même long, puis tout le monde s'attendait à ce que ce soit un gars à l'interne qui soit pris. Puis le fait d'avoir pris lui, l'autre a juste fait comme manger de la marde. Moi, je colle mon camp. Non, c'est vrai. J'ai lu beaucoup d'articles il faut de podcasts là-dessus. C'est incroyable. Il demandait au head coach comme organisation. Ton gars, il est là, il est prêt à prendre une job qui est impossible à gérer parce que de toute façon, n'importe qui apprend, il ne réussira pas. Il est prêt, il est là, il est dans ton organisation. Il te le dit, et moi, je veux le poste. Je m'en calisse, je vais aller prendre un autre dude qu'on n'a aucune idée c'est qui. Puis toi, calisse ton camp, puis là, on va avoir un autre trou à boucher. C'est ça. Cette histoire-là est pire. J'ai entendu beaucoup de commentateurs et d'analystes qui avaient des insiders. L'affaire qui s'est passée avec ce poste-là, c'est dans le fond, il disait à tous les entraîneurs-chefs de faire des écrits, des essais pour genre, voir un peu, poser des questions, apprendre à les connaître. Puis il y a plein qui ont juste step down. Puis à tous les head coachs, ils ont dit, est-ce que si on t'engage, je sais que tu engages ton monde, mais on veut vraiment garder ce coordinateur défensif-là parce qu'on l'adore puis il est super bon. On aimerait le garder. Fait que si on t'embauche, est-ce que tu le gardes? Ça serait dans les clauses du contrat. Puis il y en a plein qui ont dit oui, j'ai pas de problème à le garder. Mais justement, ce dude-là, justement, ils n'ont pas demandé, genre, hey, tu restes-tu d'ici si jamais on prend un autre head coach? Puis là, la seconde qui engage un head coach, on dit, moi, je décalisse. Fait que c'était dans les clauses que le head coach le garde. La seconde qui engage le head coach lui dit, moi, je décalisse. Il a pris ses bagages, puis il est parti. Il a stormed out. OK, mais c'est encore meilleur.
Oh my God! Ça n'a pas de bon sens à quel point c'est dysfonctionnel, les Browns. Hey, c'est pire que pire, sérieusement. Là, oui, il a dit bye à tout le monde dans le bureau, puis genre, il broyait, puis il est parti. Ça n'a aucun bon sens. Aucun sens. C'est ça, il était, tu sais, genre, at facility, puis il a juste pris ses affaires et il est décollé. Il reçoit la notification sur Discord, c'est comme bon, ben, je colle sur mon camp. C'est ce qu'il a fait. Il a dit bye à tout le monde. Ciao, bye. Oh, man. Sur une note un peu plus sérieuse, moi, la prochaine équipe, je pense que c'est l'équipe la plus améliorée côté front office de la NFL dans ce off-season-là. Head coach Robert Saleh du côté des Titans de Tennessee, c'est pour moi le meilleur coordonnateur défensif cette saison. Bravo. Donc, il a fait une job de débile mental avec l'équipe, pas l'équipe A, pas l'équipe B, pas l'équipe C, pas l'équipe D, l'équipe Z des 49ers. Il a gardé cette défensive-là rollée. C'est incroyable ce qu'il a fait. Puis il a fait une bonne job avec les Jets par le passé, parce que autant que les Jets étaient mauvais, leur défensive était bonne. Leur défensive était top 3 dans la ligue quand il était là. Non, honnêtement, Robert Saleh, quelle belle embauche. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Brian Daboll comme aussi, parce que comme head coach, je ne l'ai pas aimé, lui. Tu sais, on parle de mauvais gestionnaire de match. Un peu une tête folle. Un peu, une tête brûlée, un peu genre trop d'ego mal placé, je trouve, pour Brian Daboll. Mais comme aussi, il va faire une bonne job. 100%. Tu parlais d'équipe D, équipe F, là, mais les Titans de Tennessee, c'est le club école de la NFL. C'est là où les receveurs vont mourir, les running backs vont comme on va racheter ton contrat. Fait avoir ce monde-là, là-bas, ça va donner un peu de fierté. Puis j'ai hâte de voir, ça va prendre plusieurs années, mais c'est un projet encourageant. Si ces deux-là sont là, c'est un projet encourageant pour les Titans quand même et pour les fans. Tes deux côtés du ballon sont en bonne main. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que, ils vont perdre à cause des unités spéciales. Peut-être. Mais tu sais, il manque d'effectifs. C'est sûr qu'ils ont du draft à faire puis ils ont des choses à faire côté effectif. Mais ça reste que si l'organisation est prête à donner du temps à ces deux coachs-là, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là avec ces coachs-là. Ouais, ça devient une belle équipe de coach, absolument. Absolument. Du côté des Bills, on sait qu'on avait congédié Sean McDermott après leur défaite. Ils ont promu finalement Joe Brady après avoir fait quelques interviews. Pour moi, cette embauche-là, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Moi, ce que j'attends de voir, c'est qu'ils vont embaucher comme DC. Parce que pour moi, c'est cette embauche-là qui va faire une différence de ce côté-là. Parce que là, tu as engagé un coach offensif comme head coach, mais le problème, c'était pas ton attaque, c'était ta def. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver de ce côté-là. Moi, jusqu'à temps que j'aille les derniers renseignements, j'ai vu, je pense, c'est hier, parce que je n'étais pas sûr encore, peut-être que je l'avais manqué. Là. Josh Allen, il s'est beaucoup amélioré, puis il a pris le gros step en avant quand ils ont changé de coordonnateur offensif. Puis lui, il a créé des schémas de passes plus à ses tight ends, plus des passes au running back, plus des passes au slot receiver, qui arrêtait de faire lancer Allen dans les zones profondes, malgré qu'il a un bras puissant. Puis c'est là qu'Allen est tombé du gars qui faisait le plus de turnover à quasiment un de ceux qui en faisait le moins. Fait que je trouve qu'il avait fait un job extraordinaire avec Josh Allen pour essayer d'améliorer la protection du ballon de son attaque. Fait que le voir être promu coach en chef, moi, je voyais ça comme un déclin pour les Bills parce que ça dépendait qui va arriver comme OC. Mais là, apparemment que ce serait lui qui va continuer à caler les jeux en attaque. Ouais. Si ça, c'est le cas, mais des fois, les coachs en chef qui essaient de faire ça, c'est pas tous les coachs en chef qui sont capables de gérer les deux jobs en même temps. Mais par contre, s'il reste le caller de jeu, ben, ça va être correct, mais sinon, j'aurais peur pour les Bills d'avoir un coordonnateur offensif qui est un peu trop agressif puis qui va recommencer à caler des bombes, puis des bombes, puis des bombes comme avant. Puis là, le problème de turnover pourrait recommencer comme c'était avant que lui arrive, là, 3 ans. Absolument. Fait que on enchaîne avec les Commanders qui ont engagé 2 nouveaux coordonnateurs qu'on connaît pas tant, puis qui je suis pas certain que ça va donner grand-chose. Les Lions ont engagé un OC qui était l'ancien OC des Cardinals. Fait que clairement, ça va être positif, ça aussi.
Là, on arrive un peu plus dans le crunch. Donc, les Giants qui ont engagé John Harbaugh du côté de leur coach en chef qui s'en vient gérer un peu l'organisation de ce côté-là, va avoir probablement plus de poids même que le GM. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je suis content. D'après moi, il va. En tout cas, il va essayer de calmer Dort et Scatebo, là. Ouais, c'est deux. Moi, je pense que. Folle, là, mais... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, je pense que John Harbaugh, c'est que ça reste un head coach avec beaucoup d'expérience. Je pense que les Giants, avec une franchise historique, des fanbases qui sont quand même là, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'insuccès, ça ajoute de l'espoir, puis ça a de la crédibilité au projet. Est-ce que ça va vraiment se concrétiser? J'ai hâte de voir, mais c'est quand même encourageant pour les Giants. La seule fois, par contre, c'est ça, j'ai vu une statistique comme quoi John Harbaugh avait la même fiche que Mike McCarthy. Pourquoi est-ce que lui, on est full content, mais l'autre, on n'est pas content? Je me questionne encore. J'ai hâte de voir, Marc, ta statistique quand tu vas me parler de Mike McCarthy. Mais c'est ça, c'est que pourquoi est-ce que lui, tout d'un coup, on aime ça, alors que les Ravens, ils sont réputés depuis plusieurs années pour blow out des leads, puis underachieve. Est-ce que ça va être la même chose avec lui? Est-ce que ça va faire du bien à John Harbaugh et aux Giants? Est-ce que ça va être positif? J'ai hâte de voir, mais c'est vraiment encourageant pour les Giants, comme j'ai dit. Je vais en profiter pour amener une question de Colin Lachance, parce qu'on a Colin Lachance qui nous a posé une question sur TikTok aujourd'hui, qui nous demandait nos pronostics pour les Bills et les Ravens l'année prochaine. Pourquoi j'ai l'impression des Giants, puis c'est les Bills puis les Ravens? Je m'excuse, on en parlera quand on parlera des Ravens plus tard. Je m'excuse, j'ai l'impression qu'il parlait des Giants, mais on en parlera tantôt. Mais pour moi, regarde, je vais te l'amener tout de suite la statistique, Julien, parce que tu l'as un peu amené. Mais pour moi, je ne suis pas si emballé que ça par John Harbaugh. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment des débuts fracassants avec les Ravens back in the days. Il y avait des grosses défensives. Mais moi, dans les 2, 3, 4 dernières années, tu as eu les années où tu avais Prime Lamar, puis tu n'as pas réussi à faire grand-chose avec ça. Puis cette année, Lozé l'a dit plusieurs fois dans le podcast ici qu'il était dépassé, c'était des calls étranges, il ne gérait pas bien le match. Fait que moi, j'ai de la misère à croire que ce gars-là est si bon que ça. Puis tu sais, Julien, justement, c'était ça que je voulais vous partager aussi. Tu sais, pour vrai, on encense John Harbaugh comme étant un génie, puis Mike McCarthy, on dit qu'il est nul à chier. Mais si on regarde en carrière, là, Mike McCarthy a une meilleure fiche en saison régulière. C'est super proche, là. 160-99 pour Harbaugh, il joue pour 618. Puis McCarthy, 167, 102-2, il joue pour 620. Fait en saison, McCarthy a une meilleure fiche que John Harbaugh. Puis en playoff, c'est à une victoire proche. Fait qu'ils sont presque équivalents. Ouais, mais pour moi, McCarthy a eu des bien meilleures équipes dans sa carrière que John Harbaugh a eu. Puis moi où ce que John Harbaugh avec Ed Reed puis Ray Lewis. Ouais, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'offense. Fait qu'il y avait soit un ou l'autre. Tu sais, à la fin, il y avait Lamar, mais il n'y avait plus tant de defense. Fait que John Harbaugh, il y a eu tout le temps un côté qui était fort, l'autre côté qui manquait d'effectifs. Hey, les Packers, dans le temps, là, c'était une belle machine de football. Oh oui, ça, c'est sûr. McCarthy était là. Dallas, c'était une belle machine de football aussi. C'est sûr qu'il manquait peut-être un peu de défensive, mais quand même, pour moi, les deux, ça se ressemble même pas. C'est que je me rappelle très bien, parce que tout le monde aime haïr un peu Dallas, je me rappelle très, très, très bien des fins de match des Cowboys, puis de voir McCarthy complètement mal gérer le cadran, prendre un time-out quand tu n'as pas de time-out à prendre, pas prendre de time-out quand tu prends un time-out. Tu ne prends pas de time-out, ça te donne un delay of game, tu sors de la possession pour le field goal. Écoute, puis aussi des sauts d'humeur sur le terrain, perdre la tête complètement. Juste, tu sais, je parlais de McDaniels qui est comme overwhelmed. Ben, Mike McCarthy, John Harbaugh, là, il a fait des erreurs de coaching, surtout cette année, puis j'en ai parlé souvent, mais John Harbaugh n'a jamais l'air dépassé par les événements. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Il est posé, il y a beaucoup de poise dans son coaching, puis ça, pour un vestiaire, ça, tu sais, peut-être qu'après 18 ans, ça ne marchait plus. Peut-être que sa relation avec Lamar n'était pas parfaite. Peut-être qu'avec Andrews, elle n'était pas parfaite. Pourquoi Andrews, il a signé une prolongation de contrat, puis il n'a pas eu de target pendant genre 5 semaines? Tu viens de donner 30 millions à un tight end, puis tu ne lui donnes pas le ballon, tu sais. Est-ce que sa relation avec Andrews était défaite? Est-ce que ça a rapport avec l'année passée, le 2 points? Ça, il n'y a jamais personne qui va pouvoir répondre à ça. Par contre, Harbaugh, autant ses erreurs ou ses bons matchs, il n'a jamais eu l'air dépassé par les événements. Fat Mike,
pour moi, ça n'a aucun bon sens. C'est ça. Vous savez mon opinion là-dessus. Ouais, je suis pas encouragé, mais ça, John, c'est juste qu'il est comme très encensé. Je suis comme, pourquoi il est autant aimé maintenant, puis il était pas il y a 2 semaines? C'est plus ça que je me posais comme question. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, mais en fait, moi, j'ai surtout hâte de voir parce que là, ils ont un très haut choix au repêchage. Moi, j'ai hâte de voir est-ce que Jackson Dart, c'est vraiment leur gars ou ils vont aller piger dans un autre QB. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas assez de bons QB cette année, de toute façon. C'est sûr, Jackson Dart. Mendoza, là, oublie ça. Fait que voilà. Fait que ça, c'est un peu ça. On va quand même aller vite, mais en gros, les gros changements. Sinon, il y a Mike McCarthy à Pittsburgh, on l'a dit tantôt. Et il y a Jesse Minter qui devient le coach en chef des Ravens. Et ça m'amène à la question justement de notre auditeur Colin qui nous questionne sur nos pronostics pour les Ravens et les Bills pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on voit de ces deux équipes-là pour l'année prochaine? Moi, je vais me prononcer pour les Ravens parce que je suis un fan des Ravens. Jesse Minter, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Par contre, j'aurais préféré un coach offensif pour Lamar, pour l'attaque des Ravens. Mais il y a beaucoup de rumeurs sur Cliff Kingsbury comme étant coordonnateur offensif. Moi, je pense qu'en ayant coaché un gars comme Jaden Daniels, en ayant coaché les débuts de Kyler Murray, des QB qui courent beaucoup, fait que je pense que s'il amène Cliff Kingsbury comme aussi, ça va patcher un peu peut-être le manque d'offensive du head coach. Puis je pense que Jesse Minter, avec ce qu'il a fait avec la défensive des Chargers, il va être capable de remodeler cette défensive-là qu'au travers des dernières années semble avoir de plus en plus de trous. Fait que, overall, si jamais ils vont chercher un bon aussi, moi, je pense que pour les Runs, ça va être très bénéfique. Moi, j'ai envie de réagir pour les Bills en premier, juste pour dire que les Bills, le plus gros problème, c'est les Patriots dans leur division. Donc, ça, c'est une valeur sûre que les Patriots sont là pour rester l'an prochain. Avec la saison qu'ils ont, la manière qu'ils gagnent, je ne pense pas qu'ils vont aller nulle part l'an prochain. Ça se peut qu'ils terminent 2e, 3e, mais les Patriots ont une bonne défensive, ils ont un corps recru qui va être encore là, son contrat recru l'an prochain. Peut-être que le running back, ils vont faire un petit ménage. Fait que, tu sais, je parle des Patriots en ce moment. Fait que dans le fond, pour les Bills, le gros problème, c'est les receveurs. Peut-être qu'ils peuvent drafter, peut-être que ça peut mieux se passer. Ils ont James Cook qui est bon. La défensive, il faut tâter ça. Fait que c'est encourageant, mais je les vois peut-être 2e, peut-être 1er selon les Patriots, comment ça va. Peut-être qu'un schedule plus difficile va faire qu'ils vont avoir moins de victoires. Peut-être que, on verra, mais c'est ça, la lutte, elle est là. Les Jets ne seront pas là. Miami, ça prend du temps. Fait que c'est quand même encourageant. Tu vas être en playoff l'an prochain. Est-ce que tu vas au sommet de ta division ou non? Ça reste à voir. C'est possible. Puis pour les Ravens, c'est que là, les Bengals, est-ce qu'ils vont corriger leur défensive? L'attaque est excellente. Les Browns, excellente défensive. Est-ce que l'attaque va aller mieux maintenant avec le aussi des Ravens qui arrive là? Fait qu'il y aura beaucoup de changements dans cette division-là. Fait que je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais c'est encourageant du changement pour les Ravens quand même. Mais il y a énormément de changements au niveau de toutes ces équipes-là. La seule équipe, les Bengals où Zach Taylor est encore là, ils vont peut-être être plus en santé. Peut-être qu'ils vont tâter un peu leur défensif. Reste à voir qui vont signer comme agent libre, qui vont drafter plus tard, mais ça reste que les Ravens, c'est moins de valeur sûre, mais pour les Bills, je suis en confiance quand même pour la continuité du projet qui vont être compétitifs l'an prochain. Pour moi, être compétitif, c'est se rendre en éliminatoire, puis rendu là, on ne sait pas c'est quoi leur série. Ouais. Sped? Ouais, je suis d'accord. Les Bills devraient rentrer en playoff. Savoir s'ils vont faire une run, mais ça, c'est encore à prouver. Les Ravens, cette division-là, hein, ils ont tout changé. À part, comme tu dis, les Bengals. Mais, les Bengals, je veux dire, leur défense, ils ne peuvent pas revirer ça en une année. C'est quasiment impossible. C'est que tu as trop de gros contrats. Tu ne peux pas faire. C'est ça, en plus, tu ne peux pas aller te chercher des cornerbacks ou des safeties. Juste la part du repêchage, ça prend 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, tu n'auras pas le choix. Minimum. Fait attaquer par mon chat. Ouais. Sinon, Marc, les prochains. Vu l'attention. Je te dirais que pour vrai, ça fait pas mal le tour. Là. Il y a Ben-Yemi qui revient aux Chiefs pour gérer l'attaque. Fait que ça, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Sinon, il y a aussi les Broncos qui ont fire leur aussi quand tout de suite après que le match est fini, ils ont fire leur aussi. Fait que je sais pas trop ce que ça veut dire de ce côté-là. Probablement que c'est embrouille avec Sean Payton, j'imagine.
Parce que leur attaque est quand même pas si mal fait que ça cette année. Là. Fait que voilà. Mais ça dépend des matchs. Sean Payton essaie de faire passer le Browns 4-1 sur son aussi. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi, malheureusement. Ouais. Hey, mais merci beaucoup, Sped, d'avoir été avec nous autres. Vraiment. Merci, Sped. Pas de trouble. Yes, puis, dans le fond, là, on va se laisser sur dualité, mais comme tu es l'invité, Sped, le mot de la fin. Avant qu'il fasse son mot de la fin, on va lui laisser 2-3 secondes pour y réfléchir. Tu sais, la toune qu'il a mis au début, le GIF avec John Hamm, puis toute la kit, l'éclairage chez Sped, on dirait quasiment que tu pourrais mettre la lumière bleue, puis on dirait comme John Hamm. Il faut juste que tu fasses comme. Ok, c'est ça le mot de la fin. Bon, mec. Let's go! Elle arrête plus mon téléphone. Ok, bon. Merci de l'invitation. No Awards, tel que voté par les 4 réguliers de l'Assistant Coach Podcast. Yes, on fait un peu nos prédictions et nos picks pour le Super Bowl. On a hâte de voir ça. Est-ce que Seattle est on a run après avoir il va rester de 2 TikToks pour les 49ers et les Rams. Et savoir s'ils vont faire la job pour les Patriots. Ils sont en santé parce qu'ils l'ont eu facile malgré la neige. La semaine prochaine, on se voit. Ciao la gang. Salut, gang. Hey, ciao tout le monde. Merci, Sped. De rien, merci de l'invitation.